Imagine un instant que la boussole d'un navire, un truc fondamental qui a toujours pointé vers le nord, décide soudainement de pointer vers le sud, en plein milieu d'une tempête. C'est la définition même du chaos, en fait. L'instrument de survie devient la cause du naufrage. Exactement. Et c'est précisément ce vertige qui vient de frapper de plein fouet le monde de la finance quantitative. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Une session qui s'annonce intense, ouais. Franchement, oui. Aujourd'hui, on décortique les données et les révélations du numéro 008 du magazine ASWAC 9, à prononcer ASWAC, paru en avril 2026. L'objectif de notre analyse, c'est de comprendre comment un simple détroit de 21 miles a pu faire voler en éclats 40 ans de corrélation financière. Et il faut dire que le choc du 4 mars 2026 a littéralement redessiné la carte du monde, tu sais. La fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, ça a retiré environ 20 millions de barils de pétrole par jour du marché. C'est juste énorme, le plus grand bouleversement depuis les années 70. Mais avant de plonger là-dedans, il faut souligner un truc. Pour naviguer dans ce chaos, la rigueur des données, c'est plus une option. Ah, ça, c'est une question de survie, clairement. Totalement. C'est pour ça que l'équipe de QAA Quant Holdings, l'éditeur d'Aswanive, a franchi 3 étapes institutionnelles majeures. D'abord, ils ont obtenu la certification de cybersécurité Cyber Essentials du gouvernement britannique. Ce qui est super important pour sécuriser leur infrastructure. Absolument. Ensuite, ils lancent bientôt le Elliott Wave Intelligence System. C'est un produit quantitatif super ambitieux avec un moteur basé sur Python. Et enfin, ce numéro propose une interview exclusive, on en parlera tout à l'heure, d'un analyste quantitatif tunisien chez BlackRock France. Ouais, et cette infrastructure technologique, c'est exactement ce qui manque à la majorité des acteurs aujourd'hui. Quand tu regardes la réaction des marchés face au choc d'Ormuz, c'est une destruction totale qui a pris tout le monde à contre-pied. Parlons des chiffres de mars, parce que c'est fou. Le Brent a bondi de 64%. C'est sa plus forte hausse mensuelle depuis 1988. Rien que ça. Et l'onde de choc s'est propagée aux devises directes. Ouais. L'euro-dollar a plongé sous les 1,15. L'Europe s'est pris le coup de l'énergie en pleine face, le dollar est redevenu la forteresse absolue, et bizarrement, le rand sud-africain a grimpé de 5%. Logique, avec leur exposition en matières premières. Mais le vrai drame, c'est le yen. Mais grave. Le yen s'est effondré au-delà de 153. Pourquoi le Japon a subi une telle violence par rapport à l'Europe, alors que les deux importent leur énergie ? C'est une question de politique monétaire, en fait. Le Japon fait du contrôle de la courbe des taux depuis des années. Ils impriment du yen pour acheter leurs propres obligations et garder les taux bas. D'accord, donc c'est artificiel. Complètement. Donc face à un choc pétrolier qui fait exploser l'inflation, ils sont piégés. Défendre le yen, ça voudrait dire monter les taux, ce qui ferait imploser leur marché obligataire. Le marché a compris cette impasse en une fraction de seconde. Et ils ont vendu le yen sans pitié. Côté action, c'était pas mieux. Le KSPI en Corée du Sud a chuté de 8% en une semaine, les coupes-circuits ont sauté 2 fois. Et pendant ce temps, les valeurs énergétiques s'envolaient. Exact. Venture Global, par exemple, a pris 72%, avec le business du GNL. À l'inverse, les actifs vulnérables ont été rayés de la carte. LNKS a fait moins 99,27%. C'est une évaporation totale. Et la crypto dans tout ça ? Contre toute attente, le Bitcoin s'est un peu décorrélé des actions. Il a tenu les 60 000 $ avant de rebondir vers 70 000. Le narratif de l'or numérique a tenu bon. Sur les altcoins, le TRX a pris plus de 11%, alors que le DOT a perdu 18%. Ce découplage du Bitcoin, c'est intéressant, parce que l'anomalie la plus destructrice du mois de mars, elle concerne vraiment la finance traditionnelle, le fameux portefeuille 60-40. Ah, ce fameux 60-40. C'est censé être la base de la gestion de patrimoine, non? Les actions pour la croissance, les obligations pour amortir. C'est une voiture où les freins compensent le moteur. Sauf qu'en mars, c'est comme si les freins s'étaient mis à accélérer vers un mur. Tout a baissé en même temps. Et le pire, c'est l'or. L'or, c'est le gilet de sauvetage quand la géopolitique est en feu, non? Comment on explique qu'il ait chuté de 11,2% en mars? Le marché était cassé ou quoi? Non, le marché obéissait à une règle de survie de base, la crise de liquidité, le liquidity crunch. On a eu un choc d'offres, pas de demande. L'inflation énergétique explose, ça détruit la croissance, donc les actions chutent. Ouais. Et en même temps, l'inflation fait monter les rendements obligataires, ce qui fait baisser le prix des obligations. Donc les gérants perdent sur les deux tableaux. Exactement. Et là, c'est l'appel de marge.
Ils ont un besoin vital de cash pour pas faire faillite. Dans ces moments-là, tu vends pas ce que tu veux, tu vends ce que tu peux. Ah, je vois. Ils n'ont pas vendu l'or parce qu'ils n'y croyaient plus. C'est ça, ils l'ont vendu parce que c'était un des rares trucs encore assez liquides pour récupérer du cash. L'or a été sacrifié pour payer les pots cassés ailleurs. C'est redoutable comme mécanique. Et le pire, c'est que ça a paralysé les banques centrales. Regarde les données économiques. Les États-Unis ont perdu 92 000 emplois en février. Le fameux rapport NFP. Ouais. Et l'inflation s'accélère. Le CPI, l'indice des prix à la consommation, est resté bloqué à 2,4%. Et les prix à la production ont fait un bon choc de plus 0,7%. Pourtant, lors du FOMC du 18 mars, la Fed a maintenu ses taux entre 3,50 et 3,75. Pourquoi ils n'ont rien fait? Parce qu'ils sont coincés. Historiquement, la Fed baisse les taux pour sauver le marché. Mais là, c'est une inflation par l'offre. S'il baisse les taux pour stimuler l'emploi, il stimule la demande pour une énergie qui n'est plus là. Ce qui crée de l'hyperinflation. Exact. Mais s'ils montent les taux pour tuer l'inflation, ils achèvent une économie qui perd déjà des emplois. La Fed est mathématiquement paralysée. Ce qui enterre les baisses de taux de 2026 au passage. Du coup, on voit des mesures de désespoir. L'Agence internationale de l'énergie a coordonné la libération de 400 millions de barils. 32 nations impliquées et c'est du jamais vu. Et ça a à peine freiné les prix, sans parler de la section 122 aux États-Unis qui remplace l'IEPA, avec une taxe de base de 10% sur les importations. Encore un truc qui pousse l'inflation vers le haut. Et dans tout ce chaos, les modèles quantitatifs classiques sont complètement perdus face aux risques politiques. Ah, le risque d'annonce à bègue, ça c'est un point clé. Je veux juste qu'on reste super neutre là-dessus, mais factuellement, le 22 mars, on a vu un truc fou. 1,5 milliard de dollars de contrats à terme sur le pétrole achetés en 1 minute. Et juste après, 15 minutes plus tard, Donald Trump poste sur Truth Social qu'il a eu des conversations productives avec l'Iran. Le brut s'effondre direct. Ça a déclenché une enquête pour délit d'initié de 580 millions de dollars. Comment un algorithme peut anticiper un post sur un réseau social? il peut pas. Les algos sont calibrés pour des annonces programmées, comme l'heure exacte du NFP. Mais là, on parle d'annonces sauvages. Les nouveaux modèles doivent détecter des anomalies dans les flux d'ordre, comme ce mur d'1,5 milliard, pour couper les positions avant même que la nouvelle sorte. C'est de la détection de fuite d'informations en temps réel, quoi. C'est fascinant. Mais bon, la finance réagit en millisecondes, alors que l'économie réelle, elle, se prend le mur au ralenti. Oui, l'onde de choc est beaucoup plus dévastatrice sur le physique. L'aviation, par exemple. Fermeture de l'espace aérien au Moyen-Orient. La plus grosse galère depuis le Covid. 29 000 vols annulés. Qatar Airways a cloué 43% de sa flotte au sol. Et le carburéacteur, qui tape les $200 le baril en Asie, c'est la destruction de la demande pure et simple. Mais selon toi, ou plutôt selon l'analyse du magazine, le secteur le plus sous-évalué dans cette crise, c'est l'agriculture, non? Totalement. C'est la crise mondiale de l'approvisionnement en engrais. Tout le monde regarde le pétrole à la pompe, mais l'urée, elle, est passée de $350 à plus de $800 la tonne. Attends, pourquoi un tel bond? Juste à cause de l'énergie? Oui, parce que les raffineries du Golfe produisent l'essentiel du soufre et de l'ammoniac pour les engrais. Et le pire, c'est le timing. Ça tombe pile pendant les plantations de printemps dans l'hémisphère nord. Ah ouais, donc même si le détroit rouvre demain matin, c'est trop tard. Hein. C'est mort. Si les agriculteurs plantent sans engrais parce que c'est trop cher ou introuvable, les rendements vont s'effondrer. Ça nous garantit une deuxième vague d'inflation, alimentaire cette fois, dans 6 à 12 mois. C'est effrayant de voir comment tout est interconnecté. Face à ça, comment les traders s'adaptent? C'est tout le sujet de la section Community Corner d'Aswanai. C'est là que l'interview de Firas est super éclairante, l'analyste de BlackRock France. Ouais, il casse pas mal de mythes, surtout sur le fameux système Aladdin. On a l'impression sur les réseaux que c'est une IA toute puissante qui trade toute seule. C'est le fantasme classique, oui. Mais Firas explique bien qu'Aladdin, c'est surtout un outil d'aide à la décision, un moteur de simulation de risques ultra sophistiqué. Ça calcule des probabilités sur des milliers d'actifs, mais au final, ce sont des humains qui décident. Et il a aussi lâché une bombe sur les courtiers offshore, le conflit d'intérêts de fou. Il explique que beaucoup de ces brokers gagnent de l'argent quand le client de détail en perd. C'est le modèle d'internalisation. Il ne couvre pas tes positions sur le vrai marché. C'est pour ça que la smart money veut un routage direct au marché. Sinon, même avec un bon algo, tu te fais plumer par ton propre courtier. Exactement. Et c'est cette quête de vérité qu'on retrouve dans les recherches de la communauté à soi neuve. Ils ne se basent pas sur des belles paroles, mais sur les données. D'ailleurs, les membres font un boulot dingue. J'ai noté le tableau de bord de l'utilisateur NinTraderFX qui analyse la corrélation NFP et or, ou le rapport d'Azimel 587 sur les vrais flux de fonds institutionnels.
Moi, j'ai adoré l'exemple d'innovation collaborative avec l'indicateur théorique parabolique RSI. Ah oui, codé en PineScript par Oussem Sess, c'est ça? Oui, et repris par Rovbin01, qui l'a transformé en un expert advisor complet sur MetaTrader 5, avec tous les filtres qu'il faut. C'est du développement quantitatif super propre. Par contre, la section Any Detective, c'est la douche froide pour beaucoup. Le fameux test du Saint Graal de TikTok. C'est ça. Le combo MACD avec les Fair Value Gaps, les FVG. L'équipe a codé la stratégie exacte, testé en conditions réelles, et le résultat, c'est un massacre. Sur un compte de 100 000 $, ça donne quoi? Une perte nette de plus de 24 000 $, avec un drawdown, un effondrement du capital, de 84,7%. C'est terrifiant. Mais ça s'explique super bien. Ces stratégies partent du principe qu'un écart de juste valeur va agir comme un aimant ou un support. Sauf que, dans un marché comme celui de Mars, Voilà, la liquidité s'évapore. Quand le marché subit un choc macroéconomique majeur, la géométrie des bougies n'a plus aucune importance. Le prix traverse ces zones sans aucune résistance. C'est l'erreur de croire qu'un motif graphique peut encadrer le chaos mondial. ça nous amène aux vrais outils technologiques. Le magazine parle de TradeFM. C'est un modèle de fondation. Mais c'est quoi la différence avec un backtest normal? Un backtest classique regarde dans le rétroviseur. Tu testes ton algo sur le crash de 2020. Mais la prochaine crise ne ressemblera jamais à 2020. Donc tu optimises pour le passé. C'est ça. TradeFM, au contraire, ne prédit pas le prix. Il simule le carnet d'ordre de manière générative. Il crée des milliers de scénarios de flux d'ordre plausibles mais inédits. Ça permet de voir si ton algorithme survit à des tempêtes qui n'ont jamais existé. C'est un simulateur de réalité virtuelle pour les algorithmes, en gros. Il parle aussi des LLM Zero Shot pour lire les documents d'entreprise, de Finerel X pour relier l'apprentissage par renforcement au vrai marché, et du pricing des options DeFi. Ça, c'est fou. Pourquoi le modèle Black-Scholes est faux mathématiquement pour la DeFi? Parce que Black-Scholes a été créé pour des marchés avec des carnets d'ordre discrets. Dans la DeFi, avec les Automated Market Makers, les AMM, la liquidité repose sur des courbes mathématiques continues. D'accord, les fameux pools de liquidité. Voilà, entre les frais de protocole et les pertes impermanentes, la dynamique de couverture n'a plus rien à voir. Appliquer Black-Scholes là-dessus, c'est utiliser les mauvaises lois de la physique. Les équations s'effondrent. Il faut tout réinventer. Et pour avril 2026, le magazine donne les gros catalyseurs à surveiller. Évidemment, la réouverture ou non d'Ormuz, mais aussi l'IPC de mars qui va montrer le vrai choc énergétique et la saison de stockage du gaz en Europe. Et la conclusion qu'on peut en tirer, et que je trouve assez provocante d'ailleurs, c'est que les modèles financiers calibrés sur la période de paix de 2015 à 2025 sont bons pour le musée. Ah, tu penses que ça reviendra pas à la normale? Ceux qui attendent que ça revienne à la normale vont se faire anéantir. L'inflation fait la loi maintenant, et la Banque centrale viendra sauver personne. La question c'est, comment reconstruire ces algos face à ça? Et surtout, quand des milliers d'IA prédictives vont commencer à réagir aux signaux des autres IA, on risque de créer nos propres signes noirs. Une boucle de rétroaction infinie. C'est une réflexion fascinante pour ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, il est possible de télécharger gratuitement ce numéro ainsi que les précédents du magazine sur aswa9mag.com. Le magazine est une publication mensuelle disponible en 3 langues, anglais, français et arabe. De plus, une analyse audio mensuelle comme celle-ci, discutant du magazine, est publiée sur la chaîne YouTube. Pour les passionnés de finance, il est fortement recommandé de suivre la chaîne TikTok INI Trader Hub. Enfin, pour quiconque recherche une communauté de traders de niveau professionnel avec qui échanger des idées et apprendre le trading selon une approche scientifique basée sur des données et non sur des rêves et de l'imagination, une visite sur le site initrader.com permettra d'en savoir plus sur l'équipe et de découvrir comment rejoindre la communauté. Une approche scientifique, il n'y a que ça de vrai aujourd'hui. Exactement. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi. Et on se retrouve pour le prochain numéro, hein.